On parle de 25% de coûts budgétaires dans les budgets des établissements publics de l'enseignement supérieur. Confirmez-vous d'abord cette information? Alors, d'abord, ce que je confirme, c'est que nous sommes véritablement dans une difficulté financière, oui, au niveau du pays et au niveau du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malheureusement, on est comme tous les autres départements touchés par cette crise. Il faudrait effectivement que tous les acteurs et que tous les Tunisiens soient conscients de cette crise, parce que à un moment donné, on en a beaucoup parlé et peut-être on a amplifié les choses. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes dans une difficulté énorme qui est la conséquence du trouble économique, on va dire, que la Tunisie subit depuis 5 ans. Donc, c'est une réalité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je préfère toujours orienter sur la solution et puis la réflexion. La crise, elle est là. Il n'y a pas autant d'argent qu'avant. L'État passe par une période difficile. J'espère que le plan de relance économique qu'on est en train de mettre en place, que le gouvernement de l'Union nationale est en train de mettre en place, va donner ses fruits d'ici quelques mois, quelques années. Mais en attendant, il ne faut pas se croiser les bras. En attendant, il faut être original, il faut être créatif, il faut être innovateur, et il faut aller chercher aussi de l'argent ailleurs. Oui. C'est ça, en fait, l'état d'esprit dans lequel on est. Ailleurs où? Ça, c'est la question. Pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, il y a 2 pistes intéressantes à avoir. La première, c'est l'ouverture sur l'international. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui cherchent à se rapprocher de la Tunisie et qui sont prêts à investir, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et ces gens-là... Public comme privé. Oui. Public comme privé. À l'international, il y a les deux. Il y a les deux, ça dépend des pays. Il y a des pays où ils viennent plutôt avec des investisseurs publics et il y a des pays où c'est plutôt privé. Mais peu importe, l'idée, lorsqu'il s'agit de chercher des fonds à l'international, c'est d'avoir des projets viables, des grands projets. Des projets vraiment qu'on peut partager avec eux dans la recherche, dans la mise à niveau de l'enseignement supérieur en général. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est le secteur privé tunisien. On a beaucoup parlé pendant des années sur le rapprochement entre le secteur public et privé. Nous avons, il y a quelques expériences, vous avez cité tout à l'heure l'expérience d'HEC, mais elle n'est pas unique, il y en a d'autres. L'idée, c'est que quand les institutions savent parler le langage du privé, se rapprochent du privé, le partenariat est possible et c'est un partenariat gagnant-gagnant et non pas l'un qui remplace l'autre. Mais il faut qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, il y a le rapprochement vers le secteur économique qui, lui, est intéressé par le produit parce que c'est lui qui va faire, en fait, qui va employer les futurs diplômés que nous allons sortir de l'université, mais en même temps, il est prêt à investir, et puis l'international. On parle de la gouvernance aussi au sein de ce département, comme on parle de la gouvernance au sein de tous les départements, de tous les ministères. Et la question aussi qui se pose, qu'allez-vous faire pour une bonne gouvernance de votre département? Il y a beaucoup d'argent qui circule au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des laboratoires, au niveau des budgets qui sont alloués. Et cette question, outre le fait qu'elle m'interpelle sur une autre question que je poserai tout à l'heure par rapport aux états généraux de l'université et forcément donc de l'autonomie de l'université, mais je resterai sur ma question, qu'en est-il de la gestion de votre département, la gouvernance à ce niveau-là? La bonne gouvernance, c'est un axe important, stratégique, et je l'ai annoncé dès les premières interventions que j'ai pu faire dans les médias, et j'ai dit que la bonne gouvernance allait être un axe principal de mon mandat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de réforme si on n'a pas une administration performante, une administration au service de cette réforme. Il y a beaucoup de bonnes idées dans la réforme. Tout le monde parle de la réforme depuis des années, mais on n'arrive pas à avancer au niveau de la mise en place, de l'opérationnel. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est un problème de méthode et de gouvernance pratique de l'administration. Et la deuxième, c'est que tout le monde doit participer. On ne peut pas faire de la réforme à bureau fermé avec quelques personnes savamment choisies, on va dire. On ne peut pas dire autre chose. Mais il y a eu des états généraux auparavant qui ont été validés par Sitofir Tejlassi lorsqu'il était en place comme ministre, mais ces états généraux n'ont jamais donc pu avoir le jour. Oui, ben voilà, c'est une question de gouvernance, parce que c'est ce que je viens de dire. Les bonnes idées ne manquent pas. Oui. Hein, on ne va pas réinventer la roue. L'idée principale, c'est de savoir bien gouverner, de savoir faire travailler les gens ensemble. Ce qu'on a peut-être perdu ces dernières années, c'est de savoir travailler ensemble. Et savoir travailler ensemble, dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, c'est particulièrement important parce que nous avons un secteur particulier, nous sommes tous des collègues, nous avons une mission qui est particulière, qui est justement l'éducation et la formation de nos étudiants. Il y a une relation toute particulière entre un étudiant et un enseignant.
L'administration doit absolument faire partie de ce système. Pendant des années, il faut dire la vérité aussi, il ne faut pas non plus accabler tout de suite toujours l'administration. L'administration a été mise à l'écart de ce système. Il y a un sentiment de ne pas appartenir à ce monde, comme s'il y avait un monde où il y avait l'université, où il y a l'enseignant et l'étudiant d'un côté, et puis il y a un monde où il y a l'administration de l'autre. Et ce sentiment est absolument fou, à mon sens. Je pense qu'il faut absolument remettre tout le monde dans le même système, c'est-à-dire qu'il faut que l'administrateur se sente partie prenante absolument du système en place. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, je le lirai à l'ouverture sur l'environnement. Aussi, nous avons été assez fermés sur nous-mêmes pendant des années. Vous ne pouvez pas parler d'états généraux, ou d'assises, de congrès, ou tout ce que vous voulez, peu importe le nom, entre nous. Entre universitaires seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut s'ouvrir sur le monde économique, bien entendu, mais pas seulement. Le monde culturel, extrêmement important pour l'ouverture d'esprit de nos jeunes, sur le monde social, parce qu'aujourd'hui il y a une dynamique extraordinaire dans la société civile qu'il faut absolument intégrer dans l'université. Il ne faut pas qu'il y ait deux mondes parallèles. L'université doit vivre au rythme de sa société. Oui, monsieur le ministre, ce que vous dites est très bien, à la limite de l'utopique, mais réellement, comment allez-vous trouver des fonds pour justement donc réaliser toutes ces réformes? Les fonds, on les trouve s'il y a des projets. Ce n'est pas un problème de fond. C'est souvent pas un problème de fond. C'est un problème de projet. Et c'est un problème de méthode. Le projet, il faut l'avoir. On n'a pas eu de projet. Moi, lorsque j'ai fait ma première vidéo, d'ailleurs, qui a fait le buzz, et on a été agréablement surpris. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois, un ministre arrive et dit, voilà le cap. J'ai été nommé pour donner une tendance, une vision de ce que c'est l'université dans 10 ans, 15 ans. C'est pas exactement, c'était pas encore un programme. J'ai pas encore donné mon programme détaillé, parce que le programme, il faut un peu plus de temps, un peu plus de dialogue et de discussion, etc. Mais j'ai donné le cap sur la vision qu'on devrait avoir entre nous, de l'université dans quelques années. Ça, c'était la première étape, et elle était, à mon sens, indispensable. Ensuite, à l'intérieur de ce cap, chacun va faire une part du travail. Chacun doit faire sa partie du travail. Ce n'est pas le ministre qui va tout changer. Le ministre doit donner le cap. Le ministre doit insuffler, doit donner mettre la stratégie. La stratégie, le soutien politique, évidemment, doit donner les grandes tendances. Mais chacun doit se sentir membre de ce système et membre actif de la réforme. Lorsque vous dites chacun, vous parlez des centrales syndicales, vous parlez... Tout le monde, oui, mais pas exclusivement. Tous les syndicats sont concernés. Tous les étudiants sont concernés, tous les enseignants, quel que soit l'enseignant, même celui qui est simple enseignant sans aucun mandat particulier, il doit se sentir membre et actif de ce changement. Mais il faut un cap, il faut une vision. Et il faut une méthode de travail. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour ça que certains me disent, oui, alors, à quand les annonces fracassantes de premières actions? Je dis, mais ça, c'est du spectaculaire, ça, c'est du show politique, c'est pas ça. À l'université, en tout cas, nous sommes des universitaires, il faut agir en tant que tel. Il faut d'abord mettre une vision, ensuite, de la vision découle une stratégie, de la stratégie, il va y avoir un plan d'action. Et là, il y aura des actions très précises, avec un calendrier, avec des gens responsables pour faire aboutir les projets, avec des choses vraiment très concrètes. Et ça va se faire rapidement. C'est-à-dire rapidement au courrout de cette année. C'est-à-dire que nous cette année 2016 ou l'année universitaire? Non, l'année universitaire. En université 2016-2017, évidemment. Il y a des choses qui ont été entamées cette année pour cette année universitaire, qui ont été décidées l'année dernière et celle d'avant. Des engagements. Des engagements qu'on ne pouvait pas changer en cours de route. Pour la continuité des Voilà, vous voulez dire, voilà, il y a des nominations en tel poste, ou des nominations dans les jurys de recrutement. Je vois venir les questions, je les connais, je suis dans le système depuis 20 ans, donc je le connais très bien. Il y a des choses qu'il fallait laisser parce que c'était dans la suite normale des choses, pas de créer une rupture brutale qui causerait des problèmes, mais en même temps, créer la rupture pour tout ce qui va venir. C'est-à-dire que toutes les nouvelles décisions qui vont nous engager, parce que la particularité de notre secteur, vous le savez très très bien, c'est que la décision que vous prenez, il faut attendre une année pour voir son effet, parce qu'il y a l'année universitaire qui démarre après. Bon, après, il y a quelques petites touches, on va dire, qui vont être réalisées très rapidement dans les semaines qui viennent. Mais ça, c'est des ajustements qu'on va faire, absolument nécessaires d'ailleurs, mais ce n'est pas le changement de fond. Le changement de fond, on va travailler sur le changement tout au long de l'année, et les résultats très visibles, et la rupture aura lieu à partir de la rentrée prochaine. Mais pour ça, il y a énormément de travail à faire d'ici là. Alors, lorsque vous parlez de changements, ces changements vont concerner, je dirais, éventuellement le statut de l'université, on va parler d'autonomie éventuellement de l'université. Est-ce qu'on va parler aussi donc des programmes
à administrer, parce que nous sommes en plein dedans dans le LMD. Or, le LMD, il n'est pas appliqué en Tunisie, n'est pas ce qui se fait de mieux, et beaucoup donc parlent de revenir peut-être donc à la situation antérieure ou trouver un autre système capable de véhiculer ou de mettre sur le marché donc des gens potentiellement embauchables, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ces ajustements-là vont concerner quelle cible? Ils vont concerner tout. Tout. Alors, mais après, il va falloir faire des priorités. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, quelle est la vôtre? Alors, non, attendez. C'est pas, la mienne, je l'ai dit, il y a deux grandes orientations ou deux grandes priorités de l'université et qui peuvent commencer, j'ai déjà commencé, et qui vont avoir, comme je vous disais, les résultats vont être visibles très très rapidement. Les deux axes, c'est la bonne gouvernance, on vient d'en parler, très très important. Et le deuxième axe, c'est l'ouverture sur l'environnement. Bon. Et les deux axes vont converger vers un objectif noble plus grand, c'est l'amélioration de la qualité de l'université, évidemment. Bon. Et si on améliore la qualité, si on va vers l'ouverture et on va vers une gouvernance qui soit vraiment de bonne qualité, l'employabilité sera automatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, nous on ne travaille pas pour l'employabilité, on travaille pour faire une formation qui soit favorable à l'employabilité. Toute la nuance est là. Donc, mais c'est ça l'objectif principal. Alors maintenant, ça c'est l'orientation, ça c'est la grande stratégie, les grands axes de la stratégie. Maintenant, ce n'est pas au ministre seul de dire je vais faire ça, ça et ça et ça et l'imposer aux gens. Ce n'est pas ça le système démocratique. Ce n'est pas votre méthode. Voilà, ce n'est pas ça la méthode. La méthode, c'est d'aller vers la concertation, mais la plus large possible, où tous les parties prenantes de l'université doivent avoir leur place, y compris l'étudiant qui a été absent pendant un moment dans les discussions concernant la réforme, et tous les représentants officiels, tous les gens, toute personne qui pense avoir un plus, qui pense avoir quelque chose qui peut apporter à la réforme, doit pouvoir avoir sa place dans cette... Donc l'idée, c'est de mettre en place. Aujourd'hui, la phase de diagnostic, pour moi, est terminée. D'accord. Ça fait plus de 5 ans qu'on parle du diagnostic, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Il y a énormément d'idées intéressantes sur la table aujourd'hui. Maintenant, il faut passer à la phase d'action, à la phase de l'opérationnalisation. Mais qui dit opérationnalisation, dit des prérequis. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire avant d'autres. Dit un calendrier de mise en place. Il y a des choses qui peuvent se faire en 6 mois, en 1 an, et d'autres qui peuvent se faire en 5 ans. Donc ça ne sera peut-être pas moi qui vais le faire, mais je dois les initier avec les équipes qu'il y a en place en ce moment. Donc l'idée de la mise d'un plan d'action, c'est un peu plus complexe que certains veulent bien le dire. Parce que quand on parle, par exemple, alors je prends un des exemples que vous avez cité, l'autonomie de l'université. On est tous d'accord sur le principe de l'autonomie. Il faut absolument aller progressivement vers une certaine autonomie. Mais la question, c'est de quelle autonomie parlons-nous? Il y a plusieurs niveaux de l'autonomie. L'autonomie scientifique, académique aujourd'hui, il est presque acquis. On oublie de le dire. Aujourd'hui, personne n'intervient dans le choix des enseignants pour les cours, pour le choix des méthodes, etc. Au niveau des universités et des écoles. Au niveau des universités et des écoles, par exemple. On oublie de le dire. Elle y est déjà, cette autonomie. Maintenant, on parle aussi, là, par contre, l'autonomie administrative et financière, elle est un peu plus complexe aujourd'hui. Alors, il y a une tendance pour aller vers le PST, qui est une forme qui donne déjà un niveau d'autonomie qui est intéressante, mais peut-être pas suffisante. Donc, on va commencer par ça déjà pour agir, et puis aller réfléchir sur comment aller encore plus loin. Lorsque vous dites le PST, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs? Le PST, c'est l'établissement public à caractéristiques techniques, où en fait, ça donne une certaine autonomie dans la gestion financière des établissements, et le contrôle se fait a posteriori plutôt qu'a priori. D'accord. C'est ça la différence par rapport à aujourd'hui. Toute la centralisation de la dépense se fait au niveau du ministère, et avec contrôleur de dépenses, avec les contrôleurs de dépenses, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complexe, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui c'est vrai que la gestion publique et notamment financière, la finance publique est assez lourde et très complexe. Parfois, pour dépenser quelque chose de très simple, les établissements ont tellement de paperasse, tellement de temps que les initiatives, ça coupe les initiatives des gens. Donc ça, il faut absolument qu'on travaille là-dessus, ça fait partie des axes importants. Mais juste pour terminer, l'idée de l'autonomie, donc dans les autonomies, il y a aussi donc, des prérequis. Aujourd'hui, quand on voit les problèmes de l'administration centrale, il ne s'agit pas de prendre ces problèmes et de les dupliquer sur toutes les universités et d'avoir des petites centrales avec les mêmes problèmes. Il faut d'abord réparer, il faut d'abord
corriger la méthode, mettre en place des process qui soient scientifiques, qui soient efficients. Et puis après, ces process-là, ils peuvent être dupliqués dans toutes les universités avec les ressources humaines nécessaires. Parce qu'il faut avoir aussi le staff pour pouvoir gérer cette autonomie. Depuis une vingtaine d'années, ça a été toujours le cas. Non, il y a une vingtaine d'années, c'était différent. Il y a une quinzaine d'années, il y a une dizaine d'années, c'était différent. C'était les enseignants qui ne choisissaient pas. C'était pas le ministère. C'est les jurys. C'est l'indépendance des jurys des enseignants qui décident de... Alors, il y a même... Vous le savez, il y a quelques années, il y avait des postes ouverts et les jurys choisissent de ne pas sélectionner les candidats pour des raisons de qualité. Ça, c'est un choix académique, c'est autre chose. Moi, je parle du choix politique, du choix administratif, c'est autre chose. Le choix administratif aujourd'hui, l'année dernière, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé 800 ouvertures de postes d'enseignants. Sur ce dernier point, excusez-moi Monsieur le Ministre, sur ce dernier point aussi, il faut le dire que ceux qui ne recrutent pas sont ceux qui ont enseigné, donc ceux qui ne veulent pas recruter. Ça aussi, il faut leur imputer ça. Oui, à analyser, à analyser. Mais la situation d'aujourd'hui est différente. Elle est radicalement différente. Aujourd'hui, on n'arrive plus à ouvrir les postes pour des raisons budgétaires. D'accord. Je vous donne le chiffre de l'année dernière. L'année dernière, c'est pour ça que d'ailleurs le recrutement n'a pas encore commencé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est déjà au début de l'année universitaire 2016-2017 et on n'a pas encore les enseignants de cette année. Pourquoi? Parce que l'ouverture des postes s'est faite très tardivement, parce que la négociation avec le ministère des Finances s'est faite très tardivement. Notre ministère, l'année dernière, avait demandé 800 postes ouverts pour les enseignants, tous grades confondus. Nous n'avons obtenu que 400 après une négociation très hard avec les autorités, ministère des Finances, etc. Donc, c'est pour dire la difficulté financière aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la situation est un peu différente. Maintenant, la question des contractuels, c'est un problème stratégique. Nous n'avons jamais corrélé le recrutement de l'université avec l'inscription au doctorat. On a laissé libre cours à l'inscription au doctorat de manière incontrôlée, en nombre et en qualité. Quand je dis en qualité, c'est-à-dire dans les disciplines où on a besoin, où on a des besoins, et dans des disciplines où on n'a pas de besoin, donc il n'y a eu aucune restriction, aucune orientation stratégique dans ce sens-là. Et en même temps, on n'a pas réalisé que le nombre d'étudiants baissait et que le recrutement dans l'université allait de manière très importante baisser. Quand on voit le nombre de postes ouverts il y a à peine 5 ou 6 ans et aujourd'hui, c'est un changement radical. On n'a pas vu venir ça parce qu'il n'y avait pas, encore une fois, je disais tout à l'heure, la stratégie. Pourquoi la stratégie c'est important? Parce que ça nous permet d'anticiper. Nous n'avons aucune vision prospective dans notre ministère, ce qui est quand même malheureux pour un ministère de la recherche scientifique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas non seulement travailler sur l'immédiat. L'immédiat, il y a des crises à gérer, comme ces contractuels. Le quotidien, voilà, il faut leur trouver des solutions. Mais la crise va continuer, elle est structurelle. Elle va continuer sur les 4-5 prochaines années. Et donc, il faut être dans une perspective prospective pour anticiper les crises peut-être encore plus graves qui vont venir dans les toutes prochaines années. Donc, c'est un problème de choix stratégique. Alors, vous avez parlé des thèses, vous parlez donc des ressources humaines essentiellement, et la question qui se pose aussi, allez-vous préciser le dernier délai de soutenance des thèses de doctorat? Ça aussi, c'est une question, la fameuse question, juste pour expliquer un peu à nos chers auditeurs et auditrices qu'il y a deux régimes. Il y a le régime, enfin l'ancien régime donc des thèses de doctorat qui est arrivé à sa fin avec une décision donc du ministre Jolas, si je pense, donc qui pour l'année 2015, et que ceux qui n'ont pas encore déposé leur thèse allaient finalement perdre ces thèses-là pour s'inscrire éventuellement dans un autre régime, le régime de thèse doctorale donc du système LMD. Et jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont en train donc d'attendre donc qu'on dépose la thèse. Alors, par rapport à cette question, quelle est votre réponse? Oui, alors, vous imaginez bien que je ne vais pas donner une date ici tout de suite. C'est tout mon souhait. Non, mais alors, d'abord, sur le principe, il est normal qu'on mette une date pour dire l'ancien régime, à un moment donné, il faut que ça cesse. On a laissé un certain temps, les gens, pour terminer. On sait que les conditions pour faire une thèse en Tunisie ne sont pas toujours faciles, donc c'est normal qu'il y ait un délai, etc. Donc, mais il est temps aussi qu'on arrête ça. La conséquence aussi, on l'a vu l'année dernière, c'est qu'il y a eu une certaine précipitation et le niveau scientifique de certaines thèses déposées ou prédéposées n'est pas acceptable. D'accord. Et donc ça, c'est une situation qui est très difficile et puis il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu effectivement déposer. Je ne peux pas prendre la décision tout seul pour le respect des institutions. C'est une décision qui a été prise dans un conseil des universités, donc je vais poser la question dans le premier conseil des universités qui aura lieu bientôt et je vais demander au conseil d'assouplir
les dates, c'est-à-dire d'essayer de trouver une autre date. De combien, je n'en sais rien. Quelles seront les conditions, elles seront discutées. Vous avez votre idée, et annoncées le plus vite possible. Est-ce que vous avez votre idée? Oui, j'ai mon idée. J'ai en discuté avec les collègues. En tout cas, il faudrait trouver une solution parce que le nombre de nos chers doctorants en difficulté est assez important quand même, donc on ne peut pas ignorer cela. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ça cesse à un moment donné et que tout le monde passe sur le nouveau régime. C'est très important. Est-ce qu'il sera annoncé avec le prochain conseil Oui, ça sera dans l'ordre du jour en tout cas, oui, c'est prévu dans l'ordre du jour du prochain conseil des universités, absolument. Alors, une question aussi de timing, beaucoup se posent cette question. Pour ceux, donc, est-ce qu'il y aura un planning? On va faire coïncider le planning des vacances de l'enseignement supérieur avec celui de l'enseignement secondaire? Beaucoup de collègues posent cette question-là, parce que s'il n'y a pas ce planning-là, donc forcément ils ont trouvé une difficulté énorme à gérer donc les vacances de leurs enfants. Par rapport à cette question, Monsieur le Ministre? Je comprends, moi-même j'ai des enfants. Oui, tout à fait. Le problème c'est que nous n'avons pas changé de calendrier. Oui. Le calendrier universitaire est le même. C'est le calendrier donc, du primaire et du secondaire qui a changé. Et donc, nous, on ne peut pas se permettre, et vous le savez très bien, on ne peut pas se permettre d'avoir un calendrier du type réformateur qui a été mis dans le secondaire, il s'applique à des enfants. C'est un calendrier qui veut que les enfants s'essoufflent très rapidement et qu'ils ont besoin de plus de vacances avec un rythme soutenu de 5 semaines de cours avec une semaine de vacances. C'est une pédagogie. Pas le même traitement qu'avec c'est une pédagogie d'enfant. Ouais, c'est une pédagogie d'enfant. Elle ne s'applique pas aux étudiants, elle ne s'applique pas à la recherche, elle ne s'applique pas à l'université. Donc il est très compliqué de faire la même chose. Après, j'ai discuté avec mon collègue ministre de l'Éducation pour essayer de faire coïncider au moins une partie. Nous sommes en train de voir ça. Il y a eu déjà un petit changement dans le calendrier, si vous avez remarqué. Il y avait 0 congé lors de décembre. Et là, il y a quand même quelques jours. Voilà, il y a quelques jours, ça a été aussi suite à la discussion qu'on a pu avoir pour au moins avoir cette correspondance. En tout cas, c'est une expérience que le ministère de l'Éducation fait. On va voir, c'est une expérience suivante. Ça commence cette année. C'est une première année. On tirera les conclusions à la fin pour voir si on peut harmoniser encore plus d'ici la fin de l'année. Pour cette année, il n'y aura pas de changement. D'accord. On va profiter de votre présence pour parler aussi de l'enfant pauvre, je dirais, de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Et Dieu sait si cette recherche est très importante en matière de budget, en matière, donc, je dirais, d'acquis pour la Tunisie, la notoriété de la Tunisie qui est en train donc de dégringoler d'année en année dans les classements des universités à travers le monde. Je ne dirais pas uniquement le monde, mais même dans le monde arabe et dans le continent donc africain. Par rapport à ce sujet de la recherche scientifique, Monsieur le Ministre, quelle est votre vision? La situation n'est pas aussi catastrophique que vous semblez le dire, cher Anis. Parce que de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, mais il y en a quand même. On peut obtenir encore plus d'argent avec l'ouverture dont on parlait tout à l'heure, grâce à des projets intéressants. Là où le bas blesse, c'est le fonctionnement de toutes les structures de recherche émiettées et la visibilité de la carrière d'un chercheur. C'est ça les deux, à mon sens, les deux souvent points soumises à noirs. des égos très 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 importants donc de ceux qui gèrent. C'est moi qui le dis. Voilà, c'est vous qui le dites. C'est une partie du problème. Oui. C'est une partie du problème. Mais aujourd'hui, sur le papier, nous avons 19 000 enseignants-chercheurs. Nous avons 600 unités de recherche, c'est-à-dire il y a à peu près 300 labos et 300 unités. 600 structures, c'est énorme. Théoriquement, on devrait avoir une production scientifique faramineuse. Oui. Et elle ne l'est pas. Oui. On devrait avoir un nombre de brevets exceptionnel. Et il est quasiment nul. Et donc c'est très grave parce qu'on n'a pas de carrière de chercheur. Aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète aussi, ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucun avantage à ce que le chercheur puisse être productif. Aujourd'hui, un enseignant qui fait de la production scientifique et un autre qui ne le fait pas, il a le même salaire à la fin du mois, les mêmes avantages, exactement la même. Ça, c'est inacceptable. Il doit galérer pour avoir donc un billet d'avion pour aller présenter donc dans une conférence internationale. Oui. Par exemple.
Et donc l'idée c'est de réfléchir, dans le cadre de la réforme, de réfléchir à comment encourager les gens qui sont productifs, comment mettre en valeur les gens qui donnent un plus en termes de recherche. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, la seule production qu'il y a, c'est des opportunités de gestion de carrière où on fait 2-3 articles la veille l'année qui précède le concours, et puis après, le temps, pendant 3-4 ans, on fait rien parce qu'on n'est pas encore éligible, et dès qu'on est éligible au grade d'après, on va se mettre à faire un peu de la recherche, encore une fois par opportunisme de carrière, et c'est pas un reproche, c'est un fait, parce que le système le veut. Alors après, ceux qui font de la recherche en continu, c'est parce qu'ils aiment ça, c'est parce qu'ils font ça pour le plaisir, mais pas forcément parce qu'ils sont motivés pour le faire par le système, et à titre individuel. Et ça doit cesser. Il faut que le système motive les gens qui ont envie de faire de la recherche, qui ont envie d'être productifs. Alors, le système aussi est en train d'encourager des têtes bien pensantes à quitter le pays pour s'installer dans d'autres pays, comme le Golfe ou ailleurs, à cause des rémunérations très importantes, mais à cause aussi, je dirais grâce ou à cause, hein, donc grâce aussi aux rémunérations pour la recherche. Beaucoup d'enseignants universitaires ont quitté la Tunisie, monsieur le ministre, pour aller donc enseigner ailleurs qu'en Tunisie. Oui, c'est une situation triste pour moi. Alors, d'un côté, on ne peut pas arrêter nos collègues de vouloir partir parce que quand on voit la situation financière de l'enseignant aujourd'hui, on se dit c'est légitime. Hein. D'un autre côté, ils vont là-bas. D'abord, nous, c'est une perte importante pour nos universités. Aujourd'hui, le taux d'encadrement baisse, et surtout quand même les universitaires d'une certaine expérience. Aujourd'hui, c'est pas que les jeunes, hein. Il y a des jeunes qui partent, mais il y a aussi des gens avec beaucoup d'expérience qui partent. Donc c'est une perte énorme pour l'université tunisienne en termes de taux d'encadrement, en tout cas momentané, je l'espère. Et puis en plus, ils ne vont pas tous pour des postes extraordinaires. Il faut le dire, là, c'est la vérité. Ils vont pour des raisons purement financières. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Alors il va falloir revoir tout ça. Je pense que le système, avec la réforme, le système sera plus attractif et naturellement les gens partiront moins. Mais ceux qui partent, moi, mon conseil, c'est que ceux qui partent, ils ne doivent pas couper les ponts. RTCI nous réunit.